vouloir, mais bon. Salut Gnouk. Ok, deuxième partie, celle pour laquelle... celle apparemment qui peut intéresser pas mal de monde. Alors pour la refaire, bah oui, mais j'ai eu l'idée la semaine dernière, en milieu de semaine, plutôt que de partir sur un sujet très technique, comme j'ai pu le faire les fois précédentes, cette fois-ci je me suis dit, bah tiens, et si je partageais mon expérience de CTO. Et donc, oui, ça va, et toi? Merci, ça va bien. Moi, j'ai un peu mal au cou là, parce que je suis mal disposé. Il faut vraiment un bureau, mais on verra la prochaine fois. Et toi, comment ça va? Bref, reprenons. Donc, ouais, j'ai posté un vote sur Twitter. Il y a eu 31 réponses et 29 personnes intéressées. Donc, je me dis que c'est le moment ou jamais de parler de tout ça. Je vous ai posé la question de me poser des questions. J'ai pas eu beaucoup. J'ai eu zéro question. Du coup, je me demande, du coup, ce que je vais faire, hein, un truc bête et méchant. Je vais raconter, tant mieux si ça va. Je vais raconter mon parcours. N'hésitez pas à m'interrompre. Pour le coup, j'ai prévu des slides. Alors, ok, on n'est pas trop side. On préfère le code. Mais c'est pas grave, je me dis que ce sera quand même peut-être un peu plus sympathique à suivre que juste voir ma tête et un onglet Twitter. J'ai organisé ça comment? Je vais la faire assez classique, assez simple. Je vais m'inspirer de ce qu'a fait Nicolas Baron quand il a intervenu sur le podcast d'Alexandre Ignatovic, le prétexte. N'hésitez pas à aller voir cet excellent podcast d'Alexandre, qui est engineering manager chez Doctolib. Gros bisous à lui au passage, et à Nico aussi. Donc j'ai pris le même plan avant Pix, parce qu'en vrai mon expérience de CTO elle se résume principalement à Pix, c'est ma première expérience en tant que CTO. Donc avant Pix, de 2 à 20, à chaque fois c'est de 2 à 20 personnes. Voilà, à peu près j'ai pas retrouvé les chiffres exacts, malheureusement nos outils permettent pas d'avoir le suivi exact du nombre de collaborateurs. Mais j'ai réussi à découper comme ça, sachant que Pix ça a 6 ans aujourd'hui. Donc plusieurs phases, de 0 à 20, de 20 à 50 et de 50 à 100. Là, on arrive au bout de cette phase-là. Nous sommes aujourd'hui 93. On grandit super vite. J'ai fait les calculs. Il y a encore 6 mois, nous étions... il y avait 20 personnes de moins. Il y a 20 personnes qui sont arrivées depuis 6 mois. Donc c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur sur le rythme. Bon, là, je me suis un petit peu tout spoilé. Regardez pas les slides. Mais ce qui va être intéressant, ça veut dire quoi CTO? Chef Technical Officer, directeur technique. Ouais, après c'est directeur technique en français, ça veut pas forcément dire la même chose qu'aux États-Unis. CTO, c'est un terme anglophone, mais en gros, tu gères effectivement toute la partie technique. Au départ, ça va être très focus sur le produit, la solution, mais assez rapidement, ça peut basculer vers d'autres choses, de l'opérationnel dans sa globalité, de l'organisationnel, ou alors seulement une vision technique, ou alors, enfin voilà, il peut y avoir pas mal de choses. C'est ce qu'on va découvrir à travers mon expérience à moi, chaque parcours après est unique, hein. Chacun vit le rôle différemment, et ça se trouve, quand j'aurai accompli plusieurs rôles de CTO, je sais pas si ce sera le cas, ça sera tout la même chose ou pas, on verra. Bon, je vais présenter vite fait mon parcours. Aujourd'hui, j'ai une quinzaine d'années d'expérience. Je suis sorti de cours d'études, EPITA 2007. Donc ouais, 15 ans, j'ai 15 ans d'XP. Avant ça, mon parcours, si on revient au tout début du live, hein, j'ai fait un S dans un lycée catholique privé, pour donner encore plus de détails. Spécialité maths. Et j'étais nul. J'ai redoublé en première, sachant qu'on avait voulu me faire redoubler en seconde. Bref, c'était compliqué les études. Finalement, j'ai obtenu mon bac ric-rac, sans mention. Mais je m'en foutais. Ce que je voulais, c'était faire l'EPITA. Et en vrai, je voulais plus par défaut qu'autre chose. L'EPITA, c'est une école spécialisée dans l'informatique. Mais voilà, j'ai réussi à rentrer à l'EPITA, et notamment à la fin, j'ai fait, donc c'est une prépa intégrée, 2 ans de prépa, 3 ans d'école d'ingé, et une spécialisation au passage en multimédia et technologie de l'information, en gros du web. Donc voilà, j'ai obtenu mon diplôme. En vrai, j'étais nul là aussi, hein. Je me suis tapé tous les stages de pré-rentrée
et tous les stages de rattrapage jusqu'à la dernière seconde. Donc j'étais pas forcément le meilleur informaticien, tout ça, tout ça. Ce qui était intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'EPITA, c'était notamment tout l'apprentissage théorique. Vraiment pour le coup, des fondamentaux théoriques, on en a bouffé. L'algorithmie, on en a bouffé. De la pratique, on en a mangé, mais un paquet. La piscine, tout ça. J'ai fait des threads sur Twitter. Je suis content d'en être sorti. Je pense que ça a été utile, mais il y a mieux d'un point de vue pédagogique pour apprendre aux gens à coder. Bref, allez voir mon compte Twitter par rapport à tout ça. Quoi qu'il en soit, à la fin de ça, de ces études, j'ai réussi à obtenir rapidement un premier job dans SS2I, etc. Et donc pendant combien de temps? Pendant 10 ans, j'ai roulé pour 3 SS2I. Au départ, une première qui faisait moins de 20 personnes, puis une deuxième qui faisait moins de 150, et puis une troisième qui faisait de 150 à 500. Octo Technologies pour la dernière. Les deux autres ayant disparu, c'est compliqué de les nommer. En vrai, elles ont été rachetées. J'ai vécu 3 rachats, c'est rigolo. Un jour, on pourra en parler. Et au cours de ces différentes ESN, donc SS2I devenu ESN, j'ai d'abord été développeur full stack. Alors d'abord Java, mais toujours très teinté web. Puis je me suis mis à JavaScript et puis notamment à Node. Voilà, en termes de parcours. Autre chose, en termes de mission, donc principalement du dev classique, on va dire. Mais rapidement, au bout de combien? Au bout de 3 ans. Ouais, au bout de 3 ans, c'est ça. J'ai commencé à prendre des responsabilités. C'était tôt, hein. Mais ça a été bon. J'ai commis pas mal d'erreurs, mais rapidement, donc j'ai pris le lead d'une équipe. Et puis depuis ce jour-là, j'ai toujours été au moins tech lead sur les projets. Donc j'étais chez Octo, j'y suis resté 5 ans, de 2013 2012 à 2017 ou 18, je sais plus exactement. J'ai eu l'occasion de faire aussi du conseil, vraiment du conseil, intervenir, bon, en gros, pondre des slides et aller convaincre les gens du bien fondé du message que tu portes. J'ai fait de l'archi, du coaching, de la facilitation, de la vente, bref, je me suis vraiment servi de l'ESN pour ce qu'elle sert de meilleur, pour ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire enquiller un maximum d'expertise. Enquiller un maximum d'expertise, rencontrer un maximum de monde, que ce soit en interne, parce que pour le coup, à chaque fois, j'ai été dans des boîtes plutôt tech, avec un très bon niveau tech, pas que tech, méthodo, enfin un très bon niveau opérationnel et même de conseil. Et donc l'idée, c'est vraiment d'enquiller un maximum de rencontres, que ce soit au sein de la boîte, au sein des clients et même au sein il faut se constituer un réseau. Et vraiment, le but quand je suis rentré chez Octo, c'était ça, c'était me faire un maximum de réseaux, en plus d'un maximum de compétences, ainsi qu'un maximum d'expériences diverses dans différents contextes, etc. Les ESN, ça sert à ça, ça sert à enquiller un maximum d'expériences le plus rapidement possible. Voilà, finalement, chez Octo, j'ai pu gagner des galons au départ, j'ai participé au parrainage. Donc là, pour tous les jeunes. Ah merde, j'ai pas lu tous les commentaires. Désolé, je raconte mon histoire, tout ça. Petite passe sur les commentaires. J'ai eu mon bac au rattrapage au passage. Bienvenue au club, bien joué. J'ai vécu un rachat, mais dans la boîte qui a racheté l'autre. Je pense que c'est la même merde. Un jour, je pourrais faire un bout d'émission là-dessus. J'y vais pour discuter avec pas mal de gens. C'est tout le temps les mêmes patterns. En vrai, le palier, c'est 2 ans. Ouais, mais je vais pas tout dévoiler, mais au bout de 2 ans, à chaque fois, il se passe des choses. Sachant qu'à chaque fois, on nous dit rien ne changera. Est-ce que ces relations t'ont déjà servi? Ouais, carrément, mais tout le temps. La magie du réseau. Je crois à une chose. Je crois à la chance. Mais la chance, pour moi, c'est un don. Enfin, c'est un don. Non, c'est un talent qui se cultive ou c'est une capacité qui se cultive et c'est la capacité à générer des opportunités. Alors après, générer des opportunités, c'est bien. Il faut savoir aussi les voir, se rendre compte qu'il y a une opportunité. Il faut aussi être en capacité de la transformer. Quoi qu'il en soit, il y a une notion d'opportunité. Et l'opportunité, tu l'as en étant au contact de la bonne personne, au bon moment, dans les bonnes dispositions, avec le bon bagage de connaissances, ou le bon relationnel, ou le bon état d'esprit. Bref, les gens, ça rentre dans l'équation. Et dès que tu es en galère, en général, si tu as du réseau, tu vas t'en sortir plutôt rapidement. J'en sais quelque chose. Et la chance, ça se provoque exactement. Et toutes les bonnes choses qui m'arrivent, c'est grâce au réseau.
Et ah d'ailleurs, petit mot, on a dépassé la centaine de followers sur la chaîne. Merci infiniment. J'aurais dû commencer par là. Donc voilà, ça constitue là aussi, ça constitue un réseau et peut-être que ça va générer des opportunités et puis on verra où ça nous mène. Mais le réseau cultive la chance, exactement. Et le réseau, c'est hyper important et ça me sert au quotidien, ne serait-ce que pour décompresser des fois. Voilà, donc je reviens sur les choses que j'ai pu faire, notamment, pas que chez Octo, aussi ailleurs, chez Objet Direct ou même avant. Je me suis intéressé à autre chose que mes missions et notamment à la partie donc parrainage. Faites du parrainage, s'il y a ça qui est mis en œuvre dans les processus d'onboarding, faites du parrainage parce que ça va vous permettre d'être visible, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre les rouages qui ont lieu au sein d'une entreprise. Ça va aussi vous sortir de votre zone de confort, de commencer à prendre de l'assurance, à avoir une posture, etc. Bref, faites du parrainage. Rapidement, ça va vous mener vers du recrutement. C'est ce que j'ai fait assez naturellement. C'est le type de parcours que je propose aux gens que j'accompagne. Et c'est ce qui m'est arrivé, donc, notamment chez Octo. Donc voilà, du parrainage assez rapidement, au bout de combien 7 mois d'entreprise, sachant que pourtant c'est une boîte avec une forte culture. Mais du parrainage, du recrutement, rapidement, là aussi, au bout de combien? Au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai commencé à devenir manager. Vraiment au sens de suivre, vérifier que tout se passe bien pour une personne au sein d'une mission, vérifier son niveau, son degré de motivation, vérifier que la personne est épanouie, progresse comme elle le souhaite, qu'elle comprend bien toutes les règles de l'entreprise et qu'elle comprend aussi bien non seulement les enjeux, mais aussi toutes les toutes les armes qu'elle a à disposition pour se faire bien voir, bien grandir, pour vraiment s'épanouir, bien kiffer, être sur les meilleures missions. Bref, c'est ça pour moi le rôle d'un manager, en tout cas dans une ESN. Après, ça diffère un petit peu au niveau d'une entreprise, mais bon, au final, on s'y retrouve. J'ai pu devenir manager et finalement, au bout d'un moment, au bout de 3 ans et demi, 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans de boîte, je suis devenu leader de tribu. Alors, côté Octo, ils sont organisés en tribu. Une tribu, par exemple, ça va être un groupe de personnes qui va être dédié à une spécialité, à un domaine. Alors typiquement, il y a quoi comme tribu? Il y a WAPI qui est dédié à tout ce qui est API. API management, architecture d'API, mise en œuvre d'API, tout ça. Il y en avait d'autres comme Craft, tout ce qui touche autour du software craftsmanship, de l'artisanat logiciel. Et la mienne, j'ai repris la tribu qui était WebF. Donc dédié au développement web front-end. Ça veut pas dire en gros, quand j'ai rejoint la tribu, j'ai mis du temps avant de la rejoindre parce que j'avais peur de perdre ce côté un peu généraliste, full stack qui fait mon profil. Mais voilà, donc j'ai pris le lead de la tribu pendant 1 an et demi. Et là aussi, quand j'ai pris le lead de la tribu, c'est parce que j'avais toujours en tête de monter une boîte un jour. Ça c'est un truc qui m'a drivé. Si vous prenez mon parcours, alors je passe en vrai peut-être un petit peu de temps, mais ça permet peut-être de comprendre, en tout cas les rouages psychologiques. Quand je me suis toujours dit, alors en vrai, je suis pas sûr de moi. Je me demande si je me suis vraiment toujours dit qu'un jour je voulais être patron ou pas, enfin patron, entrepreneur, tout ça. Je crois que je me suis toujours dit, mais sans jamais vraiment le croire. C'est vraiment ça le truc. Quand je racontais à mes parents ou autour de moi, les copains, je leur disais, ouais, voilà, je me vois bien monter une boîte, machin truc et tout. Mais en vrai, j'y croyais pas. Surtout, je croyais pas en moi, je pensais pas que c'était possible. Sachant que j'étais très timide, vraiment peu de confiance en soi, j'avais pas des bons résultats à l'école. Mais il y a toujours une fascination pour les gens qui créent des choses, pour les gens qui motivent, qui arrivent à motiver d'autres gens à faire des choses. Bref, il y a toujours une fascination. Je disais ça comme une forme de rêve, parce que par pression sociale, tout le temps on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est quoi ton rêve. Voilà, il fallait envoyer du claquant. Et du coup, je disais, je vais monter une boîte, machin truc. Voilà. Quoi qu'il en soit, je me dis, je restais. Tant que j'avais pas l'idée, je me dis, je vais continuer de progresser, me faire du réseau, me faire des compétences, tout ça, tout ça. Et c'est là où j'ai eu la chance, dans le cadre d'une mission pour Octo, de participer au programme Startup d'État. Et notamment de monter pour ceux qui connaissent pas, BetaGouv, c'est l'incubateur d'État de la DINUM.
Et l'idée, c'est, il y a un intrapreneur, quelqu'un issu de l'administration publique qui éprouve, qui a une idée ou qui sent qu'il y a un irritant au niveau de l'administration publique, qui a des formulaires, enfin des process qui sont pas super efficaces, qui décide de s'attaquer au problème. Il trouve du budget, ou en tout cas les mêmes petites sommes à disposition, et là la personne, l'intrapreneur, armé d'un coach et d'un développeur, a 6 mois pour faire ses preuves, 6 mois pour valider qu'il y a effectivement un irritant bien compris, et surtout qu'en face de cet irritant, de ce problème, il y a une solution qui peut résoudre le problème. Donc qu'on a bien un product market fit entre les deux. Et si au bout de 6 mois, bah, les résultats sont pas au rendez-vous, bah, la startup disparaît. Donc c'est ça le principe. Et en l'occurrence, bah, il y avait une startup, un entrepreneur, Benjamin, qui a repéré que les compétences numériques, c'est de plus en plus important, et qui s'est dit qu'il allait lancer une startup d'État par rapport à tout ça. Et il a proposé à Octo la mission, et c'est ainsi que j'ai été mis en relation avec l'incubateur, Benjamin et Pix. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on a commencé, donc on a commencé véritablement, on va dire à 2 ou plutôt 4. Il y avait d'autres personnes avec nous, plus côté métier. Mais quand on démarre, alors là vraiment c'est là où je vais prendre la casquette CTO ou le regard du CTO. En vrai, quand j'ai commencé, j'étais pas CTO, hein. Tu peux mettre à jour les slides par rapport à quoi? Là, je suis passé avant Pix, de 2 à 20, tout ça. Non, mais je vais rester là-dessus. Quand j'ai commencé, en vrai, j'étais pas CTO. CTO, c'est venu véritablement, je dirais, au bout d'un an, ouais, 1 an et demi. C'est là où il y a eu le titre qui a commencé à entrer en jeu. Mais au départ, quand on commence, on est juste développeur. Et la première chose à faire, c'est étudier le marché. Et ça, je pense que ça vaut pour tous les projets, toutes les startups qui se lancent, et on fait au moins un début d'étude de marché. Au moins sur la partie métier, une fois qu'on se rend compte qu'il y a effectivement un problème qui n'a pas encore été résolu ou pas de la bonne façon, c'est là où on va seulement commencer à penser une solution technique. Et donc mes premiers temps, on va dire le premier mois, c'était ça, c'était comprendre le marché, comprendre l'existant, les solutions. Il y avait quoi? Il y avait déjà, comment il s'appelait le machin? C'est MOOC. Ah là là, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. C'est pas Moodle. Moodle, voilà, il y avait ce gros logiciel par rapport aux compétences numériques. Oui, le but de Pix, hein, c'est de permettre à tout à chacun, à tout citoyen, d'évaluer son niveau, de développer ses compétences numériques et de les valoriser au travers d'une certification nationale décernée au nom de l'État. On est appuyé par des textes légaux, tout ça, on a un statut, machin truc. Et donc, on a regardé, il n'existait pas de solution vraiment telle qu'on souhaitait le faire, c'est-à-dire qu'il soit à la fois exigeante, mais surtout mais aussi bienveillante, qui soit moderne et innovante, qui soit bien foutu, qui soit suffisamment extensible par rapport à tout ce qu'on souhaitait faire, etc. Et qui soit suffisamment aussi UX, UI. Il y avait des trucs, mais vraiment, c'était moche, c'était gros, c'était lourd, quoi. Et voilà, bah, on a étudié le marché pour et commencer à entrevoir une solution. La première partie du CTO, de mon taf de CTO, quelque part, c'était ça, étudier le marché. Deuxième chose, ok, on a compris le marché, on voit qu'il n'y a rien, bah, c'est là que le taf va vraiment, vraiment commencer. Et c'est là où il va falloir commencer à concevoir une solution, et pas n'importe comment, poser les bases, et notamment des bases qui peuvent aller loin ou pas. À cette époque-là, à ce moment-là, il nous restait 5 mois pour valider la startup et mettre en place un truc qui allait produire des premiers résultats. On a suivi la méthodologie Lean Startup, donc là aussi un fondateur technique, dans l'idéal, il a dans sa besace un maximum de compétences, bah, je le mets juste en dessous en plus, qui couvre un maximum de choses. Alors moi, j'avais de la chance, j'avais de l'expérience, notamment en termes de produits, de stratégie. Grâce à mes précédentes missions, j'avais pu faire du conseil, de l'archi. J'avais pu intervenir auprès d'interlocuteurs très métiers, très haut niveau. Et donc tout ça, ça me donnait vraiment une assise solide pour commencer à envisager une solution. Sachant qu'au tout début, un jour, il faudra que je raconte l'histoire de l'archi de Pix peut-être. Ça a commencé avec une bête page HTML, et puis à la façon Lean Startup. Donc là aussi, je suis assez versé en méthodologie, en organisation et en gestion de produits.
Au départ, on a commencé par une bête page HTML avec un peu de CSS, un truc fait vraiment à l'arrache juste avant une réunion importante avec des potentiels partenaires, on va dire. Puis on a commencé à mettre en place un framework front pour avoir du routage, de la navigation, des vues, un peu d'interactivité. Puis on a commencé à mettre du back, de l'API, de la data, une base de données, etc. Et donc au fur et à mesure des semaines, il a fallu commencer à construire une solution pas à pas, mais sans non plus délaisser le futur. Donc là, ça fait partie des choix qu'on fait au début en tant que CTO. C'est dans quelle mesure on fait que du POC jetable, ça peut être une stratégie, ou alors dans quelle mesure on est à peu près sûr de nous et on va miser sur la qualité. Moi, j'ai pris le parti en tant que CTO, donc enfin, j'étais pas CTO encore une fois, hein, juste un dev très senior, tech lead, machin truc. J'ai pris la décision d'y aller en mode qualité dès le départ. Aujourd'hui, je l'ai pas forcément. Enfin, aujourd'hui, je regrette pas parce que rapidement, on avait des bons réflexes en place. Donc voilà, un fondateur technique dans les choses qu'il doit faire, bah, c'est donner les premières directions, poser les premières bases techniques, méthodologiques, mais pas que, entre autres. Assez rapidement, pour continuer hein, sur les fondations de la startup, j'ai été dans le mal. Je voyais la montagne d'ambition qu'on souhaitait faire. Pardon, j'ai pas lu les commentaires. Je dois partir, mais s'il y a un replay, je suis chaud. Merci pour ton partage. Ben avec plaisir. Ouais, il y aura le replay pendant 2 semaines sur Twitch et après sur YouTube. Pour moi, tu peux aller très vite avec tes DD. Ça dépend. Oui, tu peux. Oui, oui. Bah oui, en vrai, ça dépend quelle partie, mais ouais, on a toujours fait du TDD sur Pix. Alors, c'est pas une obligation, mais la plupart des gens le font. Et puis après, ça dépend aussi des moments. Et effectivement, ça n'empêche pas d'avancer. De toute façon, il y a quasiment pas de bug. Donc à partir de là, ça permet d'avancer quand même pas mal plus vite sur du long terme. Et donc si je reviens, ouais, quand j'ai vu la montagne de choses à faire, rapidement que ça allait être la panique. Donc autre volet important quand on est fondateur technique, rapidement monter, constituer une équipe. Et là, ça commence à picoter. Donc heureusement à cette époque-là, j'étais encore chez Octo, voilà, c'était dans le cadre d'une mission Octo, donc c'était plutôt facile d'obtenir du renfort. J'ai pris Thomas avec moi, qui était un schooler, hein, qui faisait partie du programme school d'Octo. Et grâce à lui, on a pu continuer d'avancer très vite. Alors rapidement, on a eu un 3e développeur, puis un 4e et un 5e. En vrai, tout ça s'est fait en combien? Allez, les autres devs, en 9 mois, on était déjà 4 ou 5 devs, pour donner salut Nidora. Je dirais entre 6 et 9 mois, on devait déjà être autour de 6 devs, je pense. Puis en plus, c'est vrai, pour le coup, c'était vraiment des bons devs. Alors plutôt des juniors, ça c'était une des difficultés. Et j'ai l'impression que quand je discute avec des copains CTO ou CEO, c'est que souvent les premières personnes qui rejoignent le projet, c'est plutôt des juniors. Alors ça dépend. Moi, j'ai envie de conseiller de partir plutôt sur des profils seniors, mais c'est dur à trouver. Mais là aussi, en tant que cofondateur technique du machin, je sais que c'était pas toujours très simple d'être entouré principalement de juniors. On a planté la prod à un moment donné, mais bien comme il faut, hein, ça, là aussi je raconterai l'histoire. Peut-être que j'ai déjà raconté, je sais plus. On a planté la prod parce que à cette époque, je misais déjà sur la formation. Là aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes pour un cofondateur technique. Assez rapidement, arriver à passer un maximum de connaissances techniques, de vision au reste de l'équipe. Et donc, lors d'une séance de formation sur Terraform, Ansible, tout ça, bah, on a pété la prod. C'était rigolo ou pas. Bref, on l'a remonté. Voilà. Les compétences, il en faut un paquet. Après, il y a des gens, ils sortent d'école, ils arrivent à monter des boîtes. Honnêtement, je les admire parce que quand je vois tout ce qu'il nous a fallu pour arriver à monter Pix, et que ce fut quand même douloureux, ça reste douloureux au final le début. Bah, ça demande un sacré paquet de compétences. Et là, j'ai mis que les compétences, les hard skills, hein, les compétences vraiment techniques, opérationnelles, mais après, il y a aussi plein de compétences de posture, enfin pas que de posture, de management, de savoir-être, de savoir tout court aussi. Voilà pour les fondations. Ça a fait quoi ensuite? Ouais, quand on est fondateur technique, on code. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur?
mais je me suis retrouvé à coder jour, nuit, soir, week-end pendant mes vacances. J'ai pas pris de vacances pendant 3 ans en vrai. Alors c'est pas bien. Il y a peut-être tout le monde vous dira c'est pas bien, faites pas ça, il y a qu'une vie, dormez, machin truc. Après, j'étais vraiment pris dans le projet. Ça marchait bien, on avait du succès, on a validé assez rapidement la solution. Au bout de 5 mois, on a validé la solution, on a profité d'un effet d'opportunité. Il y avait un salon avec la ministre de l'époque qui représentait à la fois l'enseignement supérieur et l'enseignement scolaire. Du temps de François Hollande, les deux ministères ils étaient réunis, ça donnait encore plus de poids à l'interlocutrice. Et donc on a profité d'avoir un slot dans une belle conf d'ailleurs, pour faire de la pub et pour lancer la bêta. Donc voilà, au bout de 5 mois, on lance la bêta, il y a des journalistes, ça fait une bonne pub et tout. Donc ça se lançait bien et c'était vraiment grisant, et c'est aussi pour ça qu'il explique qu'on y passe soir et week-end. Sachant qu'encore une fois, pour ceux qui me connaissent, je suis très porté sur la développeur expérience, et que en gros, le jour, je pondais de la feature où j'accompagnais les gens en formation ou en binomage, etc. Et le soir, c'est là où j'en profitais pour développer un maximum d'outillage ou faire des refactoring du code, peut-être souvent même trop au début, mais vraiment pour améliorer le confort de l'équipe, la productivité, tout ça. Et là aussi, je pense que c'est un des trucs à faire assez rapidement en tant que cofondateur technique, c'est mettre en place tout l'outillage, les bonnes bases techniques, mais pas juste au niveau du code, mais vraiment au niveau de toute l'expérience. Merci Swide pour l'abonnement. Salut Dave, bonne fin de soirée. Quoi d'autre? Nous, startup, moins d'un an, 25 personnes, quasi que seniors, donc ça dépend. Ouais, bah ça c'est une chance si les seniors ils s'entendent. Et c'est cool, c'est super cool. Quand j'étais CTO, fondateur de ma startup, mes semaines faisaient 120 heures. Et non, faut pas faire ça. Bah merci pour le partage, ouais, faut. En même temps, en même temps, le temps que tu passes ici, bah tu le gagnes pour la suite. J'arrive pas à avoir un avis tranché là-dessus. J'ai envie de dire non, dormez, ça sert à rien le boulot, machin truc et tout, mais en vrai, non seulement c'est grisant, et en plus, pour la suite, ça aide. Bref, de 0 à 2 ans, ou de 2 à 20 personnes, la phase, c'est les fondations. C'est poser les fondations, sachant que tous les choix que tu fais, tu vas les payer longtemps, très longtemps, souvent en bien, enfin j'espère, hein, le plus souvent en bien, mais parfois aussi en mal. Et nous, typiquement, pour aller vite sur la partie des épreuves, parce qu'on fournit des épreuves aux gens, les gens ils passent des épreuves sur la plateforme, etc. Il y a toute une équipe dédiée à ça, mais pour aller vite, on est passé par une solution de no-code. J'adore le live ce soir. Je t'en prie, avec plaisir, le plaisir il est pour moi. Et donc, ouais, pour aller vite, on a mis en place un outil no-code qui a largement répondu qui a largement tenu les promesses qu'on mettait dedans, qui est Airtable. On n'avait pas les moyens de développer à la fois la plateforme, l'outillage de la plateforme, une expérience pour l'utilisateur. On a décidé de focus d'abord sur l'utilisateur, ou plutôt les futurs usagers, tout ça. Et on a délaissé, ou plutôt on a pris le parti d'aller vite sur la partie interne. Donc à chaque fois, au niveau d'une entreprise, il y a plusieurs cibles à adresser. Il va y avoir les utilisateurs, enfin les clients, ceux qui vont utiliser la solution, et sur ceux qui vont payer. En général, c'est eux qu'on va privilégier. Il y a aussi la partie, il y a la partie sponsor ou soutien. Alors ça, c'est des besoins assez annexes, mais qu'il faudra quand même adresser. C'est des gens qui peuvent faire chier à vouloir absolument pondre une feature en particulier qui va servir à rien. Mais si on veut garder le soutien de ses sponsors, de ses partenaires, de ses soutiens, peut-être que parfois va falloir y aller. Ou alors parfois c'est juste aussi dans le même panier des soutiens ou des sponsors ou de ces gens qui ont une obligation sur nous, enfin qui nous imposent des obligations, il y a toute la partie légale. Là aussi, des fois, il va falloir qu'on passe du temps à pondre des features qui vont être chiantes, ou des mécanismes qui vont être chiants, qui vont apporter rien à personne, ni aux utilisateurs, ni à l'entreprise, ni aux collaborateurs. Mais il faut le faire pour pas avoir de soucis. Si on le fait pas, on aura des soucis. Si on le fait, on sera juste libéré. Mais bon, voilà, c'est partie du truc. Donc ça, c'est la deuxième cible adressée. Troisième, c'est l'entreprise. Il faut aussi peut-être parfois mettre en place, passer du temps, faire le nécessaire pour aller alimenter la machine à cash, faire en sorte de pouvoir vraiment facturer les clients, faire en sorte de facturer plus, etc.
il faut penser vraiment à l'entreprise. Donc oui, on a envie de fournir du service, si possible, de qualité, le moins cher possible aux utilisateurs, mais des fois, on va être obligé de travailler sur des choses qui vont permettre de faire entrer les ressources pour pouvoir réinvestir derrière. Donc ça aussi, et ça veut dire, dans cette partie-là, il peut y avoir quoi? Bah non, bah voilà, il faut vraiment penser à faire, à un moment donné, il faut faire entrer des moyens, des ressources dans l'entreprise. C'est comme ça. Et dernière piste qu'il ne faut pas négliger, et à chaque fois, encore une fois, hein, c'est vraiment... Si, yes, très bon live. Quatrième piste, enfin quatrième axe de type de feature, c'est pour les collaborateurs internes. À un moment donné, il faut aussi travailler sur les outils, sur la développeur expérience ou sur la collaborateur expérience, parce que sinon les gens ils en viennent à bout, ils sont démotivés, ils sont fatigués, etc. Donc il faut pas négliger. Malheureusement, cette partie-là, le plus souvent, c'est la partie qui va être la plus négligée. C'est pour ça que je la présente en quatrième, malheureusement. Et voilà. Et donc, quand on gère un produit, alors là, ça vaut que ce soit au début ou à la fin d'une startup, j'en sais rien, enfin, pour une boîte, que ce soit la phase de la boîte, à mon sens, hein. C'est comme ça que j'ai théorisé le bousin. Il faut arriver à jongler entre ces quatre personas, enfin macro-personas, on va dire, en termes de priorisation du produit et des tâches qu'on va effectuer. Voilà. Et donc au départ, nous, la stratégie, comme bien souvent, c'était la première chose, de valider le besoin, donc s'intéresser à l'utilisateur, en négligeant nos collaborateurs internes. Et donc on leur a calé un outil no-code qui est Airtable, qui est une sorte de grosse Google Spreadsheet qui fait le taf, hein, qui est bien documenté, bien APIfié, etc. C'est cool, ça a fait la blague, mais ce match-là, ça devait rester 1 mois. Finalement, ça fait 5 ans et demi et ça va être compliqué de s'en séparer. Merci pour l'abonnement. Voilà, quoi qu'il en soit, les fondations étaient posées et on arrive à 2 ans et à peu près plus de 20 tonnes. Et donc, en vrai, on passe une étape et on s'en rend jamais compte. Ah ouais, ça aussi, c'est intéressant. C'est qu'on s'en rend jamais compte. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que première chose, c'est que quoi qu'on mette en place, ce sera toujours trop tard. En tout cas, ça a été notre cas. Après, on est une boîte, je sais pas si on est en hyper croissance, mais en tout cas, on est en super croissance, en double d'effectifs tous les 6 mois ou tous les ans. Enfin, ça peut préparer, en vrai. Et donc, en général, on va réussir à être que dans la réaction. Et donc, quand on va mettre en place des choses, ça va marcher très peu de temps et à chaque fois, ce sera jamais assez vite, assez fort, machin truc. Donc, souvent, j'ai eu le sentiment d'arriver après la bataille. Et en même temps, heureusement qu'on a posé les choses parce que sinon, on prenait encore plus de retard. Et autre chose, c'est à chaque fois qu'on a passé un palier, hein, je m'en suis pas rendu compte. J'ai eu l'impression d'être dans la continuité du palier précédent, mais en vrai, non, il y avait déjà beaucoup de choses qui ont changé. On s'en rend pas compte sur le moment, très subtil, on n'arrive pas forcément à bien l'exprimer. Mais aujourd'hui, pour en discuter aussi avec plusieurs personnes, c'est souvent ce constat-là qui est dressé, en tout cas pour les débuts des boîtes, c'est de 0 à 20, 20, 50, 50, 100, bref, c'est les paliers. Après, il y aura le palier, alors en général, on parle de 100, alors il y en a qui disent 100, 100, 100, 150, voire 150, 500. Effectivement, c'est plus les mêmes ordres de grandeur. Mais ça, je pourrais vous raconter dans plusieurs années, peut-être. Donc, deuxième étape, on passe de 20 à 50 personnes. Et c'est là où il va falloir commencer à structurer. Et structurer, ça veut dire... alors déjà, au sein des développeurs, au départ, on n'avait qu'une seule équipe. Au départ, on gérait aussi principalement une activité, même si elle était déjà découpée en 3 promesses, hein, évaluer, développer et valoriser les compétences numériques. Donc ça, c'était assez précis. Mais rapidement, on a commencé à ouvrir à plusieurs activités. Alors au départ, on était très centralisé sur les citoyens. Puis après, il a fallu commencer à accompagner les citoyens, leur mettre la solution entre les mains, les accompagner. Donc c'est tout un travail de prescription. Et puis aussi, à un moment assez rapidement derrière est venue toute l'activité de certification. Certification, c'est pas juste jouer les épreuves, faire valider un profil de compétences, mais c'est aussi prévoir toute la logistique en amont, ainsi que toute la paperasserie. Ça veut aussi dire tenir un cahier des charges pour les centres qui vont faire passer les examens, sachant que c'est un examen national. Donc on voit que déjà, il y a 3 grosses activités qui ont commencé à se mettre en place. Et on avait une seule équipe, plein de features, tout ça. Voilà. Donc la suite logique, on a pris le parti pour structurer en termes
de structuration, on s'est dit qu'on allait organiser des équipes produits, où vraiment le but c'était d'avoir des équipes plus petites, plus focus sur une seule activité, si, dans la mesure du possible autonome, proche du terrain. On s'était rendu compte assez rapidement qu'en tant que dev, quand on était 4-5, on allait sur le terrain assez souvent. Et finalement, à mesure que la boîte grossit, quand on est 20, il y a des personnes qui sont venues pour gérer le déploiement, et du coup, c'est elles qui vont sur le terrain. Et du coup, les développeurs, les équipes allaient de moins en moins sur le terrain. Donc on s'est dit qu'on allait rapprocher, que grâce aux équipes produits, on pourrait retrouver du terrain. Ça faisait partie des enjeux qu'on ciblait. Voilà, en termes de structuration, c'est ce qui s'est passé. Alors, je vous passe les détails. La première fois qu'on a essayé de mettre en place cette organisation, enfin, de splitter l'équipe, ça s'est mal passé. J'en parlerai sûrement dans un autre live, on verra ça. Quoi qu'il en soit, au bout des 4 ans, voilà, on avait une organisation en plusieurs équipes produits. Au départ, 2, puis 3, puis 4, avec toute une partie gestion de l'accès. Voilà. Ce que j'aimais bien, aujourd'hui on a plus d'équipes que ça, mais à ce moment-là, on est resté pas mal de temps comme ça. J'aimais bien prendre l'analogie avec le football. On a l'équipe accès qui représente la sécurité, c'est un peu le gardien. Après, on a les fondamentaux, une équipe dédiée à l'expérience d'évaluation, qui est un peu la défense, l'assise sur laquelle tout le reste repose, faire en sorte que les gens puissent passer correctement des épreuves, se positionner. Puis ce que j'appelle les milieux, c'est ceux qui vont structurer le jeu, qui vont faire la transition, qui vont permettre de mener l'équipe jusqu'à son but. Et donc ça, c'était vraiment l'équipe prescription qui faisait en sorte que Pix était connu dans un maximum de contextes, et que les gens qui a décidé de mettre en place du Pix étaient correctement outillés, accompagnés, armés avec le bon discours, la bonne com, la bonne documentation, tout ça. Bref, que la transition se faisait bien. Sachant que l'idée, à la fin, c'était quand même d'emmener les gens vers la certification nationale. Donc, si on devait garder ce qu'on fait quand on a une boîte aussi, une startup, tous ces trucs-là, on aime bien définir ce qu'on appelle la North Star métrique. Donc, c'est une métrique qui est, on va dire, la plus importante de toute l'entreprise. Si on ne devait suivre qu'une seule chose, ce serait quoi? À mon sens, chez Pix, ça a toujours été le nombre de certifications. Parce que ça s'inscrit en fin de processus, et ça veut dire que les gens qui se sont certifiés, ils ont été suffisamment bien accompagnés, qu'ils sont bien positionnés, qu'ils ont répondu aux questions, bref, qu'ils ont pu se connecter correctement, etc. Donc pour moi, chez Pix, la North Star Metric, c'est la certification, et donc la ligne d'attaque, quelque part, ce qui permet de réaliser le but, et donc de gagner le match, c'était l'équipe certification. Voilà comment j'articulais les équipes par rapport à tout ça. Et donc par rapport à ce schéma tactique quelque part, ou à cette organisation, ou cette vue de l'esprit, on s'est organisé en équipe produit. On verra que ça tape ses limites quand même. Ça, c'est un premier pan. Dans les autres grands chantiers à faire, en plus de mettre une organisation d'ingénierie en place autour d'une équipe produit. Donc on a introduit aussi le rôle de product owner au passage. On a un petit peu mieux organisé toute la gestion de produits, tout le pilotage projet, le delivery, et là je parle de façon générale, mais encore une fois, c'était moi en tant que... Alors pour le coup, à ce moment-là, j'avais quitté Octo, j'avais pris un contrat avec vraiment l'intitulé CTO sur la fiche de poste. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment CTO. À partir de là, à cette époque, je suis vraiment devenu CTO. Je vous raconterai ce que ça a fait dans ma tête. J'ai mis du temps avant de l'accepter. C'est lié à la fin de la slide. Et donc, en termes de mission de CTO, il faut structurer les équipes de delivery. On les structure en équipe, en activité business, en l'occurrence ici en activité produit. Il a fallu aussi continuer à mettre en place tout l'outillage. Donc toujours plus de GitHub, de CircleCI. J'ai eu aussi en tant que CTO un gros travail de négociation des contrats. J'avais pas vu venir l'analogie footballistique. Petite, voilà. Ça fait plaisir que ça se fasse plaisir. Et donc au niveau des contrats aussi, mon taf de CTO, j'ai toujours considéré qu'il fallait gratter un maximum de dessous. Quand on démarre un business, les ressources c'est précieuses. Donc j'ai joué avec toutes les armes que j'avais à disposition, le fait qu'on soit open source, le fait qu'on soit service public, le fait qu'on soit versé dans l'éducation, pour essayer de gratter un maximum d'économies, de partenariats, de facilité sur pas mal de sujets. Donc
quand on est CTO au début, on se montre malin, on est dans la vente, on est dans l'achat plutôt. Dans l'achat de pas mal de choses. Donc, il y a le côté achat qu'il faut gérer aussi. Voilà. L'outillage, les licences. Alors, là aussi, ça a commencé. J'ai commencé à m'attaquer à la gestion des licences, gestion des postes, gestion du Wi-Fi, etc. Bref, on s'ennuie jamais. Et en étant en dehors de sa zone de confort. Dans les compétences à ce niveau-là, quand on commence à gérer 20-50 personnes, on n'est plus trop dans le code. En vrai, on commence à prendre un petit peu de hauteur. Et il faut commencer à gérer. J'ai commencé à intervenir aussi au niveau des partenaires prospects pour rassurer les gens, notamment d'un point de vue technique. Parce qu'on propose une solution face à des boîtes qui sont parfois des grosses boîtes, des grosses banques, des grosses institutions. Et ils voient débarquer un machin sur le pass qui va vite et tout, en mode agile. Alors oui, eux aussi, ils sont agiles, hein, mais c'est pas la même agilité. Une agilité où on livre tous les 6 mois. Bref. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés. C'est là où on intervient beaucoup pour rassurer et convaincre. Il faut convaincre qu'on va dans la bonne direction, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on a du vécu, qu'on est sérieux. Il faut rassurer par rapport à tout ce qu'on a mis en place, tout ça. Voilà, par rapport à l'externe. Par rapport à l'interne, quand on se structure, on peut plus avoir la main sur tout. Donc, il faut vraiment déléguer. Et quand on a eu la main mise sur un petit peu tout pendant 2 ans, déléguer, c'est pas simple. Donc, c'est ce qu'il a fallu apprendre à faire parce que c'est la seule façon de survivre, hein. Faut déléguer. Mais pour déléguer, il faut avoir les personnes. Et c'est là où on commence à se dire ce serait bien que tout le monde ne soit plus qu'en externe, mais qu'on commence à avoir une stratégie pour gérer les internes. Donc c'est là où on met vraiment la main à la pâte en termes de recrutement. Jusqu'à présent, pour moi, c'est assez facile, hein. On avait un seul partenaire et il suffisait d'aller taper dedans. On avait un contrat d'exclusivité avec Octo. Donc c'était assez simple, c'était un contrat mono-attributaire. Donc là aussi, avant de pouvoir recruter, il a fallu faire un marché. Donc voilà, là ça fait partie aussi des choses qu'on apprend à faire en tant que CTO. On apprend à faire un marché public, ou enfin quel que soit le type de marché. On apprend à gérer l'administratif, à comprendre, à connaître toutes les contraintes de l'administration publique, les contraintes budgétaires, les paliers à pas dépasser, sinon ça enquille sur d'autres machins, d'autres contraintes, d'autres statuts. On se tape énormément de documentation par rapport à tout ça, et il n'y a pas le choix. Mais au final, en vrai, c'est marrant, enfin c'est marrant, à petite dose. Je pense que sur moi, je faisais pas la tête des beaux jours, hein, mais voilà, on apprend à gérer avec tout ça. On apprend à sortir à sa zone de sa zone de confort. Il faut savoir apprendre. Quoi d'autre? Contexte switché à mort. Alors, au début, on lance le machin, on gère avec plusieurs personnes, plusieurs technos, machin truc. Oui, il y a quand même du contexte switching, on a plusieurs features, ça va vite. Mais là, on passe son temps à être interpellé sur plein mal de choses, de l'orga, du produit, du légal, du juridique, de la DSI, etc. Donc, on contexte switch à mort. On n'a pas encore les moyens pour créer des pôles. Parce que c'est ça qui va sauver la vie, c'est de déléguer toujours plus, mais cette fois-ci non plus déléguer à des personnes qu'il faut toujours tenir au courant, machin truc, mais c'est déléguer à des équipes. Donc à ce moment-là, on peut pas encore, enfin en tout cas nous on n'a pas forcément eu les moyens. Il a fallu, donc voilà, en contexte switch, c'est crevant et ça s'apprend, c'est comme tout. Et comme je dis, pour finir sur la partie compétences, de même que le code pour la première partie, on continue d'avoir le cerveau qui cogite 300% du temps sur l'entreprise. Sauf que cette fois-ci, les problèmes, c'est pas du code. Quand c'est du code, c'est grisant. On se dit, ouais, je vais pouvoir implémenter ça demain, ça sera trop stylé. Là, c'est toujours plus touchy. C'est chaque fois qu'on met en place des choses, il y a de l'humain. Le plus souvent, à partir de ce moment-là, il y a de l'humain qui commence à se glisser dans le machin. Et à chaque fois, on se dit merde, je vais prendre cette décision ou je vais splitter l'équipe de telle façon à tel moment. Comment je la convainc? Comment faire en sorte que les gens ils soient pas démotivés, ils prennent pas peur? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils refusent pas le changement qu'on est en train d'introduire? Etc.
Bref, cette fois-ci, ça commence à être des problèmes d'humains et d'orgas, et même quand on met en place des choses, on sait qu'on aura les retours que plusieurs semaines, parfois plusieurs mois après. Donc c'est pas simple. Et on dort pas, on dort pas la nuit. Pourquoi le logo de la République sur le site de ta boîte? Désolé, je débarque. Pas de souci, c'est parce que c'est un service public. Donc pour le coup, c'est un gros point d'intérêt public, Pix, le JPix. Et donc c'est un vrai service de l'État. Quelque part, mon N+2, c'est qui le Premier ministre? Merde. Oh, Jean Castex. C'est Jean Castex, mon N+2, d'une certaine façon. En vrai, non, mais quoique sur le papier, ça peut être ça. Bref, c'est stylé. Voilà, c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on œuvre vraiment pour les citoyens, pour les Français, mais pas que. Depuis cette semaine, on œuvre aussi pour nos amis belges wallons, avec qui on vient de faire un partenariat, et pour lesquels qui nous mettent à disposition un dev, peut-être bientôt deux, depuis maintenant 3 mois, je crois. Dans 2 mois peut-être. Donc c'est cool, Pix, ça va être un service public, un bien commun qui va devenir européen, et on espère un jour international, un peu à la sauce Wikipédia. Bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe au final, au global de tout ça, quand on est de 20 à 50? Et bah c'est qu'on code de moins en moins. Et notamment, on code moins de 50% du temps. En vrai, je suis gentil, hein. 50% du temps, c'est quand on est plus proche des 20 que des 50. À 50, c'est encore moins que ça. Et surtout, on a monté des équipes. Alors, pour les équipes, on a à chaque fois, nous, on a mis un lead dev et un product owner, en plus d'avoir des développeurs agiles, en mode agile, tout ça. Mais du coup, il faut apprendre à laisser vivre l'équipe, etc. Donc on prend du recul, mais ça veut dire qu'on va pas non plus intervenir n'importe comment dans les équipes. On va pas commencer à adresser leurs features alors que c'est aux équipes de le faire. Donc on évite désormais de se mêler aux fonctionnels. Et à la rigueur, quand on fait des PR, ça va être sur de l'outillage, du refactoring, sur de la mise en place sur de la veille aussi techno, sur la mise en place d'autres outils ou d'autres choses. À la rigueur, on va faire des montées de version parce qu'au final, c'est quand même moi qui maîtrisais le mieux le code encore à cette époque-là. Donc je faisais pas mal de montées de version, d'Ember, d'API, qui sont les technos sous-jacentes du truc. Donc voilà, c'est beaucoup de tech, de code annexe. Mais quand même, pour se faire un peu plaisir et pour, je sais pas, pour conserver une forme de légitimité, pour s'amuser aussi. On s'occupe de 1 ou 2 chantiers un petit peu tendus, un petit peu structurants. Notamment, je me rappelle un chantier dont je suis très très fier qui date de cette époque-là, c'est toute la mise en cache de la partie API pour optimiser les perfs de façon maligne, etc. Donc voilà, ça reste un de mes plus grands coups d'éclat de ces dernières années. La petite perf qui fait plaisir avec la petite ADR derrière. Voilà. Et le temps, il passe trop vite, et on voit pas le temps passer, et finalement on arrive, et on passe à la 3e phase, de 50 à 100. Ah merde, j'ai pas... Alors là, c'est plus que structuré, là, c'est vraiment commencer à penser aux fonctions support. Ça va vite. Encore une fois, tout ça, c'est mon parcours tel que je l'ai vécu, et chaque parcours est différent. Aujourd'hui, on arrive au bout de cette phase-là, et ça reste... voilà, il y a beaucoup de choses. Claire, en CTO à 50, tu dois plus beaucoup coder. 0. Au mieux, j'ai des code reviews, même pas des commentaires, mais j'ai plus de PR, il n'y a plus rien. Déjà à 10, moi je codais plus que 20%, alors que j'ai la majorité du code. Ouais, bah là, ça code plus, là. Là, il y a... Et même les points tech, nous, on s'organise une semaine sur 2, on a une après-midi tech. Ça, c'est cool, hein. Vraiment, faites ça si vous pouvez dans vos boîtes. Au final, ça coûte pas si cher que ça. Et il y a plein de belles choses qui sortent et les gens ils sont contents. Et même les après-midi tech, j'ai même plus le temps parce qu'on profite des points tech pour faire toujours plus de réunions. Voilà. Donc ouais, on code plus du tout. De 50 à 100. Donc c'est là où je pense que j'ai pas dit à chaque fois, j'ai pas envie de me fouetter pour rien, mais il y a plein de choses que je pense que j'aurais pu faire mieux et que je ferais mieux dans une prochaine expérience. Et notamment structurer les fonctions support. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui on approche de la 100aine
Et il y a encore pas mal de choses qui, à mon sens, sont pas suffisamment structurées, notamment la partie DSI. On a essayé de s'organiser côté équipe de dev pour gérer cette partie-là, mais je pense qu'on aurait dû organiser le truc plutôt. Là, ce que j'appelle DSI, c'est toute cette partie d'inventaire, d'infrastructure, gestion du réseau ou des partenaires qui gèrent le réseau, gestion des machines, gestion de quoi? Des licences aussi. Toutes ces choses-là, ça nous prend une énergie folle. On n'a pas suffisamment outillé. Et du coup, c'est compliqué. En plus, au bout de 5 ans, on commence à avoir des machines qui commencent à arriver au bout de leur capacité, dont les disques durs soit crament, soit sont saturés. Donc ça commence à générer de la frustration, de l'incompréhension, etc. Au niveau des autres personnes, que ce soit la com, les métiers, les bizdev, tout ça. Donc voilà, j'aurais préféré arriver à structurer la DSI plus tôt, parce que là je pense que c'est un peu tard, mais on est en train de pallier à ce truc-là, et voilà, on a une personne qui va venir et ça va aller mieux. Mais je pense que c'est grosse source de douleur. Pareil côté RH et direction financière, là aussi, on est en train de faire les choses, on les fait bien, mais je pense que c'est venu trop tard et il y a certains soucis qu'on aurait pu éviter si on s'y était pris pas mieux, mais plus tôt. Vraiment, et mon conseil pour les... après, en tant que CTO, si on revient vraiment sur le rôle de CTO, c'est là où, si on s'en tient à la partie technique, le CTO peut pas forcément adresser ces trucs-là. En tout cas, il a un devoir de conseil et d'alerte. J'espère que je l'ai bien utilisé, enfin que j'ai bien assumé. Après, il faut que l'entreprise puisse assumer aussi cette partie-là, écoute et mettre en œuvre. Et il faut arriver aussi à trouver, mais toute la partie des RH, je pense qu'on aurait dû s'y prendre mieux et plus tôt, notamment recruter assez tôt un talent recruteur, quelqu'un pour gérer le recrutement, parce que passage cloud, j'ai pas compris la question sur le passage cloud. Là aussi, je pourrais donner quelques inputs. Bref, sur la partie DRH et DAF, une des erreurs qu'on a faites, je pense, mais c'est compliqué. Vraiment, à chaque fois, tu fais au mieux, hein, et puis tu vois pas les paliers, t'es tellement dans le jus sur tellement de... C'est compliqué. Et pendant longtemps, on a eu une DRH qui faisait aussi le travail de DAF, ou plutôt une DAF qui faisait le travail de DRH, et c'est très très compliqué, la personne sous l'eau, et on n'a pas le temps de... On est tout le temps en train de combler les trous. Donc voilà, quand tu es CTO à 50, entre 50 et 100, bah, c'est le sentiment que tu obtiens. Tu as le sentiment vraiment de boucher les trous, mais de plus pouvoir faire un travail de prospective. Alors, peut-être que je m'y suis très mal pris, hein, sûrement. Mais un travail de... C'est difficile. Tu vois les choses arriver, tu as envie de bien faire, tu te dis que tu sais ce qu'il faudrait faire pour faire bien les choses, mais tu trouves plus le temps, tu trouves plus... Enfin, c'est compliqué. Vous utilisez quoi comme logiciel de gestion des opérations ? Là, je peux pas te dire, ça dépend ce que tu appelles opération. Au niveau, nous, du code, on utilise Jira, GitHub, CircleCI, enfin, tout ça, c'est un peu lié. Après, au niveau du recrutement, là, on vient de partir sur une solution qui est Recruity. Quoi d'autre comme truc? Et après, en termes de facturation, c'est un vieux truc d'administration publique. Il n'y a pas le choix, on est un service d'administration publique. Donc, on fait avec les outils qu'on doit utiliser. Voilà, ça fait partie des contraintes du service public. Et on a aussi mis en place un CRM depuis 2 ans qui est celle-ci. Normalement, c'est une boîte française. On essaie de consommer du franco-français un maximum, et ça marche. J'ai publié un thread, non pas un thread, un message. J'ai partagé un message avec les technos qu'on utilise, et hormis le code qui est sur GitHub, tout le reste, c'est du français ou au moins de l'européen. Bref, si on en revient à 50 à 100, bah donc là, il faut... alors, peut-être qu'il faut structurer encore plus, mais il faut aller plus loin dans la structuration. Il faut vraiment faire émerger des équipes et des pôles dédiés. Une DRH dédiée, avec le bon nombre de personnes. Une direction financière dédiée. Une DSI dédiée. Pareil, au niveau des équipes, alors jusqu'à là, on n'avait que des équipes produits. Mais c'est là où on a commencé à ressentir un besoin de support. Pour nous faciliter la vie en termes de stratégie, qu'on a toujours fait, là aussi ça fait partie de la vision du CTO. Un CTO, il doit avoir une vision technique, que ce soit au premier jour ou au millième jour, il n'y a pas de souci.
il est toujours garant et porteur de la vision tech, donc il doit avoir cette vision tech, mais c'est co-construite. Et il doit en être le garant, la communiquer, en être le référent, l'incarner, vraiment incarner la vision. Et notamment, dans les lignes directrices que j'avais fixées, c'est on se focus sur la partie métier, sur le produit, sur l'utilisateur. Donc toute la partie ops, on la dégage le plus possible, un maximum de temps. Au départ, on était parti sur une stack OVH, Ansible, Terraform, toutes ces conneries-là. C'est là où j'ai planté la prod. Et finalement, quand on a trouvé le bon acteur, on est parti sur une solution PaaS pour ne plus du tout avoir géré l'hébergement, pour pouvoir gérer l'autoscaling, pour pouvoir gérer le HTTPS par défaut, gérer le chiffrement des données pour la donnée. Bref, on s'est débarrassé bête et méchant de toute la partie infra. Sachant que dans ma vision aussi, à très long terme, enfin à long terme et très long terme, j'ai toujours en tête qu'un jour ça coûtera trop cher, où ce sera trop contraignant et qu'il faudra revenir sur une stratégie où on a vraiment une équipe Ops dédiée. Dans ce cas-là, faudra avoir nos serveurs à nous, que ce soit en VPS ou en bare metal, avec nos Kubernetes, toutes ces choses-là. Mais jusqu'à présent, j'ai estimé que ça en valait pas le coup parce que en vrai du vrai, pour le même montant, en gros, là, on doit payer, sans trop dévoiler ni trop de bêtises, l'infra de prod, elle doit tourner autour de entre 30 et 50K pour à peu près 100 000 personnes, 100 000 visiteurs par jour et 8 millions de personnes sur la plateforme, avec une base qui fait combien, 500 gigas, je crois, de données. Et tout ça, on a 0 personne. Ouais, voilà, on a entre 30 et 50K, c'est même pas le prix d'un salaire d'un ops. Et il serait tout seul, et il pourrait pas gérer tout ça. Donc là, on s'appuie, bref, quand vous êtes une petite boîte, mangez du PaaS, que ce soit du Clever Cloud, Scalingo, n'importe quel autre, il y a quoi, plateforme SH pour les Français, même Heroku si vous voulez. Mais concentrez-vous sur le métier, c'est tout ce qui paye dans un premier temps. Quoi qu'il en soit, même si on avait ça, à un moment donné, on a commencé à sentir qu'il fallait quand même gérer la prod et tout ce qu'on avait mis en place. Il fallait ajouter du monitoring, de l'alerting. Une fois que ça s'alerte, il faut suivre, il faut réagir. Il faut faire monter des cellules de crise les rares fois où ça tombe, etc. Donc on a de plus en plus besoin de Site Reliability Engineering, le SRE. Au départ, ok, ça peut marcher si on s'organise bien entre devs. Mais là aussi, assez rapidement, il y a de plus en plus de devs avec des profils différents et des problématiques de plus en plus avancées parce qu'à chaque fois, on met en place le nécessaire pour que les problèmes ne reviennent pas. Donc, du coup, les problèmes qui viennent, c'est vraiment toujours plus compliqué. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué. Tu penses revenir en bare metal sera plus intéressant un jour Vraie question. J'y crois de moins en moins. En vrai, c'était ma stratégie. Je me dis, ok, on part pendant 3 ans sur Scalingo. Et puis on va devenir trop gros. Et il faudra à nouveau avoir nos serveurs en propre. Et puis là, on partira sur du Scaleway ou du OVH ou je sais pas quoi. Ou du Outscale. Et sauf que pour l'instant, Scalingo, ça tient le coup. Et ils arrivent à scaler leur business et leur proposition de service, leur offre de service. Et pour l'instant, pour une boîte comme nous, qui on va dire moyenne, ça tient. Donc tant que Scalingo tient, je pense que c'est le bon plan pour Plix de rester sur Scalingo. Par contre, il va falloir, c'est là où je reviens aux stratégies, au choix du CTO. Par contre, il va falloir quand même s'organiser autour du support et du SRE. Donc à un moment donné, la bonne volonté des gens, ça marche pas. Et là, on est en train donc dans les attributions du CTO, il y a commencé à faire émerger des équipes dédiées. Une équipe dédiée à tout le référentiel d'épreuves. C'est une sorte d'équipe produit, mais pas que, c'est de l'outillage interne principalement. Donc voilà, si on prend Team Topologies, c'est un sous-système, une équipe de type sous-système complexe. Donc voilà, ouais, quand on arrive à cette taille-là d'équipe, et pas d'équipe, d'entreprise, simplement des équipes produits, ça c'est ma conviction, je l'avais déjà avant, mais là ça se réalise. D'avoir simplement des équipes produits, ça marche pas. Il faut différentes typologies d'équipes. Et là, pour le coup, je vous invite à lire Team Topologies. Il faut des équipes qui gèrent l'ensemble de la plateforme, qui vont gérer l'archi, qui vont gérer des socles technologiques,
Là, on n'a pas encore ça en place chez Pix, mais c'est possible. C'est pas interdit, je pense que ce serait une bonne direction à suivre. Avant d'en arriver à l'équipe plateforme, il va falloir mettre en place des équipes soit enablers, qui vont faciliter le déploiement de solutions dans les différentes équipes produits. Des stream, comment ils appellent ça? Stream team. Donc soit on aura des espèces de coach ou super techos qui vont aider sur certaines problématiques, l'analytics par exemple, le SEO, toutes ces conneries là. On va aussi avoir besoin d'une autre typologie d'équipe qui sont des sous-systèmes complexes, donc le référentiel, la data, la sécu, le support, enfin le SRE. Et voilà, mon taf aujourd'hui, c'est de monter ces équipes-là. C'est monter une équipe, hein, c'est pas facile. Streamline Team, merci. Oh, coucou à Kylian. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'identifier ces équipes, de les monter, d'impulser la bonne dynamique, de les rendre rapidement productives, autonomes, dans les bonnes dispositions, sachant qu'au final, sur le terrain, c'est même pas moi qui drive. Donc moi, mon taf, c'est d'avoir cette vision-là, d'avoir ce recul sur merde, les équipes produits, c'est trop limité, il est temps d'introduire une nouvelle typologie d'équipe. Sur la stratégie à adopter, là aussi, hein, je vais être le driver de ce machin-là. Par exemple, l'équipe data, c'était super intéressant parce qu'en vrai, dans la data, il y a plusieurs rôles. Il y a au moins 3 grands rôles: data engineer, data analyst, data scientist. Et c'était vraiment pas simple de savoir par quel bout il fallait commencer. Et donc, mon taf de CTO, c'était de rencontrer pas mal de gens, d'autres CTO, d'autres boîtes à côté, d'autres VP engineering, machin truc, ou d'autres head of data pour comprendre comment ils ont fait et ensuite arriver à trouver la bonne stratégie. Ça, c'était vraiment... là, j'ai rencontré pas mal de monde. Et c'est là où on s'est fait nos convictions. Et finalement, ma conviction par rapport à tout ça, c'était de me dire, au final, il faudra qu'on prenne un profil qui maîtrise là aussi, une forme de quoi? Une forme de CTO de la data. Donc un profil très touche-à-tout, avec senior, avec aussi une bonne posture, capable de comprendre les enjeux d'une entreprise et notamment de la team d'un domaine data, capable de constituer une équipe. En gros, quelqu'un qui correspond exactement à tout ce qu'il y a là, mais vraiment spécialisé dans la data. Et donc, et pareil, côté SRE, quand je me suis mis en quête d'un SRE, j'ai cherché ce type de profil. Alors, quand je dis je suis pas tout seul, hein, voilà, maintenant on a des lead dev, il y a des managers, tout ça. Mais c'est ça le rôle d'un CTO quand on arrive entre 50 et 100. Une bibliographie de sources globalement sur ton rôle? Je sais pas si j'ai une bibliographie. Non, il y a quoi? Non, c'est plein de livres très différents. Il faut quand même avoir. Non, je sais pas. TeamWare en ce moment, c'est Team Topologies, Manager Pass, les gros livres qui sont souvent cités. Il faut aussi s'y connaître en architecture, donc tout ce qui va être DDD, CleanArchi, tous ces trucs-là. Mais en vrai, c'est sur le terrain que tu apprends. Voilà. Et une fois que tu as constitué des nouveaux... Ok, alors voilà, on conseille d'ajouter des fonctions support à l'entreprise, on aide. À chaque fois, on essaie d'être partie prenante dans les process de recrutement et les réflexions sur la tête que pourraient prendre ces différents pôles. Nous-mêmes, on essaye d'anticiper les différents besoins d'équipe. Il faut aussi convaincre, le board, enfin la direction, de nous donner les moyens, dans quelle mesure, quel horizon. Donc il y a un gros travail de conseil et de conviction à faire par rapport à ça. Et au-delà des équipes et de l'engineering, il y a toute la partie management. Alors, pas toute la partie des nouveaux rôles. On sent qu'il y a de la spécification qui est en train de s'immiscer dans tous ces trucs-là. Et par exemple, là, on se pose des questions. En tout cas, en ce moment, je me pose la question de voir s'il ne faudrait pas commencer à faire émerger une sorte de rôle de référent tech sur certains sujets très pointus. S'il n'y a pas une équipe dédiée, si je ressens qu'une équipe dédiée sur un sous-système complexe, c'est pas pertinent, peut-être qu'il va falloir se pencher sur définir un rôle et attribuer une personne à ce rôle. Dans les choses qu'on a mises en place sur Pix, notamment autour de l'accessibilité.
on a fait émerger le rôle de référent d'accessibilité. Et ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place, qu'il faut aider à mettre en place, même si c'est pas moi qui étais le plus partie prenante, mais il faut que je sois, en tant que CTO, je dois être au courant de l'initiative, je dois la porter, je dois la représenter auprès des gens à l'extérieur, que ce soit les partenaires en dehors de Pix, que ce soit là aussi les gens au niveau de la direction, dans les instances dans les instances métiers où on se réunit, où tous les pôles se réunissent par rapport à tout ça. On est garant de toute l'organisation, de tout ce qui se met en place au sein des équipes. Autre chose à mettre en place, c'est là où c'est un de mes gros échecs, on va dire, sur l'apparition de nouveaux rôles. C'est là où j'ai pas encore réussi, mais enfin si, ça commence à force des choses. Mais à un moment donné, tout ce que je vous raconte là, ça tient plus sur les épaules d'une seule personne, hein. Et en vrai, le rôle de VPE, il y en a qui disent qu'il faut le faire apparaître dès lors qu'on est 20 au global, dès lors qu'on est 12 techos. Là, nous, on s'y est pris trop tard et j'ai eu du mal à faire émerger le rôle de VP Engineering, qui est une sorte de bras droit du CTO. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on fait en tant que CTO, c'est faire émerger des rôles hiérarchiques notamment, les présenter. Il y a toujours de la conduite du changement, il y a tout ça. Dans quelle mesure est-ce qu'on fait monter quelqu'un en interne ou quelqu'un en externe, etc. Voilà les choses qui nous animent. Et dernière chose, on a un VPE depuis le début, mais on n'a pas de CTO à proprement parler. D'accord. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ce type d'organisation. Ouais, c'est un modèle qui existe. Je suis pas fan, je pense qu'il faut un vrai CTO pour vraiment incarner fortement la vision tech. Pardon pour le gratouillage de barbe. J'ai toujours peur que s'il y a un VPE mais pas de CTO, que la partie engineering soit pas correctement représentée. Ça, c'est mon parti pris. Je milite pour avoir un CTO fort. Et voilà, c'est ma façon de voir les choses. Et dernière chose, comme il y a toujours plus de choses à faire, on s'éloigne malheureusement, et ça c'est un truc que je constate, et pourtant je suis vraiment attaché au terrain, aux utilisateurs et aux développeurs, mais de plus en plus on s'éloigne malgré tout des équipes, et on peut plus gérer 40 personnes. Aujourd'hui nous sommes 40, on peut plus gérer 40 personnes, 40 devs, comme on gère 4 ou 6 devs, ou même 12 devs. En gros, c'est là où il faut faire apparaître en tout cas une organisation autour du management. Encore une fois, le management, c'est quelle stratégie de recrutement, quel onboarding, quel suivi de carrière, que faire au quotidien pour que les gens se sentent épanouis, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a un problème, etc. Donc il y a un accompagnement. Pendant longtemps, je pensais qu'il n'y avait pas besoin de management quand on fait de l'agile. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il faut des managers, mais des bons managers. Et voilà, il faut, bref, ça fait partie de mon job aujourd'hui de mettre en place une organisation du management et là aussi de déléguer un maximum de choses. Et tout ça, c'est passionnant. Mais quand on fait tout ça, on code plus du tout. Mais plus du tout du tout. Et puis on n'a même plus la tête à coder. On est trop loin du code. On connaît plus vraiment quels sont les outils sur lesquels travailler. Faire une énième montée de version, on sait que ça va nous prendre du temps. On n'a pas l'énergie. Donc le code c'est fini, c'était pas simple, ça fait partie des choses qui étaient dures à appréhender. Aujourd'hui ça va bien parce que je vois les gens qui... Aujourd'hui je suis devenu, comment on appelle ça, par procuration, voilà, je prends du kiff technique par procuration. Les gens, les équipes font des trucs de dingue, je vois qu'ils s'épanouissent et mon plaisir je le prends là-dedans. Je peux plus suivre toutes les PR, mais voilà, je vois des belles choses. Je vois que les équipiers continuent de progresser, sont de plus en plus exigeants, mettent en place des choses, tentent, ratent, améliorent. Et le kiff, cette fois-ci, il vient de là. 26 au total. Ah ouais, d'accord, vous êtes combien? 26, on est 26, d'accord. Nous, chez Pix, pour donner, hein, comme j'ai dit, on est 93 et à la tech, on doit être 40. Sachant qu'il y a 5 product owners, donc on doit être autour de 36 devs, je pense. Dans les 36 devs, on a vu qu'on a quoi? Ah ouais, mais non, avec les équipes SRE, data et compagnie,
Non, on doit être bien 40 techos, vraiment techos. On est combien de managers internes? Je crois on est 4 managers internes. Voilà, le pôle management, c'est 4. Sachant qu'en interne, on doit être 12 ou 15. Le reste, ce sont des personnes en freelance ou des consultants. Mais en vrai, les consultants, il faut aussi les gérer, gérer leur morale, leur épanouissement. En tout cas, c'est mon parti pris là aussi. J'ai toujours fait en sorte que, quelles que soient les personnes qui nous rejoignent sur Pix, ça va au-delà du vision, c'est vision personnelle. Quels que soient les gens qui travaillent sur Pix, que ce soit interne ou externe, qu'ils soient traités exactement de la même façon, avec les mêmes égards, avec le même degré de responsabilité, même autonomie, même accès. Alors là, il y a un travail de juridique à faire, hein, pour que les gens ils aient accès aux mêmes choses, etc. Enfin bref, c'est compliqué ça aussi. Mais je pense que c'est important et voilà. Et ben voilà, quand on est de 50 à 100. Et pour la suite, bah, je connais pas encore. On verra. Mais ce que je peux dire, c'est que ouais, au final, c'est un job ultra prenant. C'est fatigant. En vrai, c'est fatigant. Mais je suis content pour. Et puis voilà. Non, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça doit vachement aider d'avoir une maturité tech. Ça réduit le besoin de leader éclairé. CTO version JB. Ouais. C'est quand même mieux d'avoir des seniors avec soi. Et il y a plein d'erreurs, il y a tellement d'erreurs que j'ai faites ou qu'on a fait aussi ensemble, hein, mais je confirme, on est très bien traité en Presta. Cool, merci. Bonsoir, bonsoir, développi. Et donc ouais, si vous avez des questions par rapport à tout ça, il y a tellement de choses que j'ai oubliées, il y a tellement d'erreurs aussi qu'on a faites. Il y a pas mal de choses que je regrette, mais au final, on est content. Humainement, tu as eu des cas, situations difficiles à gérer. Oh putain. Tellement. Tellement. Ça va pas tant que ça, les gens ils sont bien, on a bien recruté, mais ouais, il a fallu virer des personnes. Il a fallu mettre fin à des contrats de prestation de gens qu'on aimait bien, de gens qui ont beaucoup aidé le projet. Je pense notamment au premier dev qui m'a accompagné, Thomas. Si jamais t'es de passage, gros bisous Thomas. Et donc il a fait plusieurs passages sur Pix, sans trop dévoiler l'histoire, machin truc. Mais la deuxième fois, j'ai senti que j'arrivais pas forcément. Donc moi j'étais interne, lui il était prestat, toujours chez Octo. Mais je sentais que j'avais plus les armes pour bien le gérer et il a fallu se séparer et c'était vraiment pas simple. Il y a eu d'autres cas. Ouais, non, à chaque fois, les cas où il faut se séparer des gens, j'en ai connu combien? 5? 5 ou plus? 6? Je fais le compte, hein. Sur les 80 personnes qui sont passées, je crois que j'ai connu 6 cas de personnes dont il a fallu se séparer peut-être un petit peu trop tôt et pas de la meilleure façon. Après voilà, il faut le faire, hein. Quoi d'autre humainement? As-tu eu des situations difficiles à gérer? Ouais, 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 on a eu le cas d'une personne. Est-ce que j'en parle? Oui, si j'en parle parce que le sujet il est important. On a une personne où plusieurs fois on a eu des comportements inappropriés envers la gente féminine, ou en tout cas des suspicions ou des choses qui mettaient mal à l'aise les équipes. Et si j'en parle, c'est parce que le sujet me tient à cœur. Et voilà, je mets beaucoup l'accent sur la diversité de toutes ses formes. Hommes, femmes, vieux, jeunes, les gens qui habitent loin, les gens qui habitent près, les personnes handicapées, machin truc, enfin la totale. Mais les femmes, voilà, c'est important, c'est la moitié de la société. Et nous, on a de la chance chez Pix, je crois qu'il doit y avoir plus de 30% de filles dev. Alors je connais plus les chiffres exacts, mais ouais, on est vraiment bien lotis. Et on essaye de faire en sorte qu'elles soient bien loties elles-mêmes. Mais une fois, on a pris quelqu'un et il s'avérait pendant sa période d'essai qu'il y a eu des remarques, j'ai eu des retours et il a fallu se séparer de la personne. Mais parce qu'il y a des règles, il y a des choses qu'on peut pas laisser passer et voilà, donc ça fait partie des choses. Mais c'était pas le plus dur. Le plus dur, non, c'est vraiment les gens qu'on aime bien, qui font du bon taf, mais qu'on sent qu'on n'arrive pas à les gérer ou pour lesquels il y a trop de personnes qui nous disent qu'elles se sentent pas à l'aise avec. Donc,
Même si personnellement avec moi ça se passait super bien, il a fallu au nom des équipes mettre fin au contrat et c'est un crève-cœur. Et je sais à ces moments-là en tant que CTO, hein, tu prends c'est tout pour ta gueule. Hein. C'est toi qui vas annoncer à la personne que tu mets fin au contrat, c'est toi qui passes pour le méchant. Et en plus en général à chaque fois on laisse du temps à la personne. Donc au niveau des équipes, on passe pour quelqu'un qui ose pas trancher, qui prend pas de décision. Vraiment, t'as vraiment le sale rôle. Mais ouais, bon, faut le faire et faut trouver le bon équilibre. Et après, une fois qu'on a vécu ça, on essaie de poser des bases, on essaie de mettre des indicateurs. On essaye de s'améliorer et aussi on essaie de déléguer un maximum ce type de trucs aux équipes parce qu'à un moment donné, ça peut pas être le CTO qui assume tout ça. C'est vraiment, ça fait mal. Hein. Là, je le dis, mais ça fait super super mal. Hein. Bref. Comment affirmer ta légitimité en tant que CTO alors que tu ne codes plus? Bah, ouais, regardez mes pairs. Non, non. Ma légitimité, je sais pas. Non, je pense que j'ai suffisamment fait mes preuves. Mais ouais, s'il y a un truc, c'est vrai on me sollicite plus. Alors qu'avant, on me sollicitait pour de la tech. Maintenant, on me sollicite plus du tout. Je sais pas si c'est parce que j'ai réussi ou si c'est parce que je suis plus légitime aux yeux des gens. Après, les gens, ils savent que je code à côté, notamment en live et tout. Ça va, ils savent que je suis pas trop perdu niveau code, faut pas trop test, ça va. Normalement, ça passe. Comment tu fais pour te renouveler, être à jour si tu ne codes plus? Beaucoup de veille, on suit. Malgré tout, je suis pas mal les projets, les PR. Je continue d'avoir mon mot à dire sur les gros chantiers. En vrai, le cœur de la plateforme, il est posé. Hein. C'est une API en Node.js, il y a des fronts en Ember. Non, là, les grands chantiers. Ah ouais, ce que j'ai pas dit, mais bon, à voir. Euh, Quand on monte une boîte, généralement, on part sur un premier grand problème technique. Le plus souvent, ça va être du CRUD. On va gérer donc qui dit CRUD, gestion des ressources, dit du transactionnel. La plupart du temps, on commence par numériser des formulaires. Hein, donc c'est vraiment du transactionnel bête et méchant. Et bah là, on arrive chez Pix, au bout d'un moment, le transactionnel, ça marche super bien, mais on accumule beaucoup de données qu'on aimerait bien exploiter. Et donc s'ouvre une nouvelle problématique technique qui est une problématique non plus transactionnelle, mais analytique, où de plus en plus les partenaires, les utilisateurs, les gens en interne demandent à pouvoir bien exploiter la data. Donc il y a la team data qui va être là pour ça, mais même d'un point de vue architecture, il faut commencer à mettre en œuvre des nouveaux mécanismes, des nouvelles technos, des nouveaux concepts, tout ça, qui vont adresser la problématique technique ou fonctionnelle de l'analytics. Et donc je participe, soit je suis, mais soit le mieux c'est que je participe encore à ces sujets-là. Je suis de près ces trucs-là. En gros, la techno, à la rigueur, je m'en fiche un petit peu, je connais à peu près les grandes technos. En plus, comme on est en train de déborder du cœur de métier, il n'y a plus trop besoin de l'implémenter. Là, on va partir on est sur des activités et des sujets annexes, enfin complémentaires. Donc en général, on n'est pas sur du cœur du métier. Si on n'est pas sur du cœur du métier, on va être plus sur une approche buy que build. On va pas s'amuser à redévelopper nous-mêmes certains trucs. Donc je connais les grandes technos et j'ai juste à suivre sur quelles grandes technos les gens vont partir, quel type de concept et j'arrive à suivre. Voilà comment on arrive à suivre sur cet aspect-là. Quoi d'autre? Ouais, il y a la partie SSO aussi, on est en train de mettre en place un SSO, et il y a une équipe qui s'est constituée, enfin il y a une organisation qui s'est constituée avec une vraie étude qui s'est constituée. Je suis intervenu de temps en temps, mais vraiment juste pour suivre. Là aussi, hein, pour pouvoir raconter si d'aventure on me demande à l'extérieur ou même auprès des autres équipes, parce que mon taf de CTO, notamment, il y a tout un travail de faire en sorte que la communication continue de bien marcher. Et pour ça, si je vois que ça marche pas, enfin, autant que faire se peut, quand je rencontre des gens d'autres équipes, bah, je vais raconter ce qui se passe dans les équipes à côté. Donc c'est comme ça que je reste à jour de tout ça. Vous utilisez des outils du DDD? Ma foi, pas assez pour le cœur de métier. Truc que je remarque à t'écouter, tu as une vision transverse de ouf. Ouais, y a pas le choix. Et dans ma tête, Pix est posé, je sais exactement où est-ce que je veux être, où est-ce que Pix doit être dans 5 ans. Mais ça, je l'ai posé depuis le premier jour. Et voilà, et quoi d'autre là-dessus? C'est pour ça qu'il faut poser les principes directeurs en termes d'archi.
Ils sont toujours d'actualité. On a posé 3 principes directeurs. 1, c'est centré sur l'utilisateur. 2, centré sur l'API. Et 3, il faut que centré sur une plateforme. Là aussi, je savais que je voulais un truc qui soit au plus proche du terrain. De toute façon, c'était la version court terme. Il faut qu'on apporte de la valeur aux utilisateurs, sinon ça le fait pas. Il faut qu'on puisse le faire tout le temps. Du coup, il faut qu'il n'y ait pas de bug et il faut qu'on puisse ajouter des fonctionnalités et tout ça. 2, sur l'API, parce que qui dit API dit que on va pouvoir exploiter non pas seulement les interfaces visuelles, mais aussi mettre de l'outillage autour de ça. Et surtout, on sait qu'on va pouvoir faire croquer des partenaires, les faire payer ou juste devenir partenaire de prospects ou d'acteurs à côté. Et oui, quoi d'autre? Ah ouais, puis il y a aussi le côté service public. Ça fait partie des missions que j'ai dans le coin de ma tête. Et le côté API, c'est parce qu'on voulait faire de l'open data, open API, open machin truc. Donc ça, c'était le 2e principe directeur de toute l'archi, de toute la plateforme. 3e principe directeur, donc c'est le côté justement plateforme, faire une galaxie de services, mais qui s'agencent bien les uns avec les autres. C'est les 3 principes directeurs que j'ai posés en tant qu'archi au début du projet, mais ça vient avec l'expérience parce que j'ai fait, justement, j'ai fait des missions de conseil chez Octo, et j'ai eu l'habitude de poser des schémas directeurs, de faire des slides, de convaincre, d'avoir une approche synthétique, donc de faire émerger une vision et de la porter, bah voilà. Ok, sur DDD j'ai mal répondu, mais en vrai, vous utilisez des outils. En vrai, DDD c'est pas vraiment autant des outils qu'une approche, et ouais, si on fait un peu d'event storming, ça dépend des équipes. On essaye de faire attention à l'archi. On a posé une archi basée sur CleanArchi, mais elle est pas optimale, mais elle fait le taf. C'est open source, vous pouvez aller voir. Hein. Et quoi d'autre? Bah, c'est principalement ça. Bouquin, compte, vidéo, autre qui t'a le plus inspiré ces années? Ouais. Team Topologies. Non, Radical Candor. Mais ça, c'est plus le côté manager de la chose. Ouais, je dirais Radical Candor. Ouais, c'est ça. Ça et Team Topologies, vraiment. Pas trop dur avec une vie de famille d'être CTO. Ah. Bah si, en vrai si. Est-ce que c'est pas trop dur? Non, parce qu'on délègue. Donc ça va. Quand ça tourne, ça va. Les soucis, c'est autre chose. Ça vient d'ailleurs. Mais non, en vrai, c'est largement conciliable. Le plus dur, c'était le début. Ouais, comme j'ai dit, hein, j'ai pas pris de vacances pendant 3 ans. Enfin, je prenais des vacances, mais je travaillais sur la plage, à l'hôtel, partout. Et c'était ça qui était dur. Après, au bout de 3 ans, une fois que ça roule vraiment bien, une fois que les équipes produits sont en place et qu'on a des lieutenants sur lesquels se reposer, les lead dev entre autres, ou notre référent technique, Job, gros bisous à Job. Bah, en vrai, ça tourne et ça permet de lâcher la pression, donc ça va. Oui, c'est une approche avec une boîte outils, mais pas des outils techniques. Ok. Radical Candor, j'ai déjà lu Team Topo. Cool. Je crois qu'il y a un podcast récemment d'un certain Pumpkin Dev, oui, qui parlait des conférences tech. Si, mais j'ai pas vu son. J'ai pas été voir ce podcast-là. J'avais écouté le précédent avec Estelle. Gros bisous à Estelle, si jamais tu tombes sur ce live. Voilà sur le rôle de CTO. Vous savez tout. C'est un rôle magnifique, hein. Je souhaite à chacun de l'exercer un jour. Moi, j'ai eu la chance d'être cofondateur et CTO. Et comme ça, on apprend tous les jours. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Est-ce que j'ai prévu d'autres choses? Non, bah c'est tout. Hein. Hop. Salut, je m'étais inscrit il y a quelques temps sur Pix. J'aime bien la manière dont les puzzles fonctionnent. Bon, c'était surtout pour voir comment fonctionne le site, car je préfère passer du temps sur Coding Game. Bah, ça n'a rien à voir. Hein. Nous, on donne des fondamentaux, mais fondamentaux numériques. Mais Coding Game, c'est cool. Faites du Coding Game. Bon. Bah écoutez, il est déjà tard, j'en peux plus, j'ai le doigt en vrac, mais vraiment en vrac.
Et bah, si ça vous dit, on va s'arrêter là. Merci d'avoir été si nombreux à suivre le live. Je crois qu'on n'a jamais fait d'émission avec autant de monde tout du long. Merci infiniment, c'était super cool. Si une petite question comme ça, vite fait, au pire vous me répondrez plus tard, mais pour une prochaine émission, là c'est la première émission sans code. J'ai l'impression que ça marche bien. Bref, et je me demande si pour une prochaine émission, je ferais pas une petite présentation technique de Pix. Le code est open source, c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste un truc, une presse, et puis voilà, vous pourrez revoir le code autant que vous voudrez. Et je me demande si ça peut pas être intéressant de présenter soit le code aujourd'hui, soit l'architecture un peu plus en détail, soit raconter peut-être un peu plus de détails de comment s'est montée l'architecture. Voilà, ce sera à vous de me dire sur Twitter, ici. Et puis d'ici là, je vous fais plein de bisous, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt, salut, et merci pour les encouragements. Allez, gros bisous, ciao.